à toutes et à tous, également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, un sujet qui me concerne encore, c'est apprendre mon handicap et les décisions que j'ai dû prendre. Des décisions qui sont parfois difficiles. Tout d'abord, comment ai-je appris ma maladie? Depuis que je suis un jeune adulte, je ressens des difficultés dans la marche, quelques chutes inexpliquées, une fatigue. Tout le monde passe à côté. Est-ce que c'est ma façon de vivre qui fait que je suis un peu plus fatigué? J'ai un petit peu laissé tomber. Et puis, en 2006, j'ai rencontré Gaëlle, qui est devenue par la suite ma femme. Et Gaëlle, dès le départ, m'a dit: Tu sais, Alex, j'ai l'impression que tu arrêtes de respirer pendant la nuit et j'ai peur que un jour, malheureusement, je te retrouve mort dans le lit. Donc, je suis allé voir un pneumologue, suspicion d'apnée du sommeil. Qu'est-ce qu'on se dit? Ah, on va faire le test. On fait des tests pendant une nuit. Je rapporte l'appareil, le médecin me dit: Bon, vous avez le syndrome d'apnée du sommeil, donc il faut à tout prix vous appareiller parce que vous faites d'énormes apnées. Ok, bon, appareil. Et puis je lui dis: Ben voilà, je titube un peu. Est-ce que c'est normal? Et là, le médecin me dit: Non, ça c'est neurologique. Bon, ok. Est-ce que vous connaissez un bon neurologue près d'ici? Il me dit: Oui, il y a un neurologue à 20 km d'ici, il est bien. Ok, bon, ben, je prends rendez-vous. Il se trouve que ce neurologue travaille au même endroit que ma maman. Je vois ce neurologue qui est un petit peu comme Dr House. Il va vous dire les choses de façon brute de pomme. Hein, si, moi, la première fois qu'il m'a vu, je discute avec lui, il me dit: il n'y aurait pas un peu de consanguinité dans la famille? Pourquoi? Mes parents sont originaires de l'île de la Réunion. Et là, qui dit île de la Réunion dit petite île, coquine. Moi, j'appelle ça une petite noix. Donc, il y a un peu de rapprochement possible. Et il se trouve que dans mes aïeux, après avoir fait l'arbre généalogique, il se trouve que oui, malheureusement. Et donc, on fait les tests. Et là, au bout de quelques temps, le médecin demande à la maman de venir pour m'accompagner et il m'a annoncé la maladie. Oui, monsieur, vous êtes atteint de l'ataxie de Friedreich. Un nom barbare, une maladie qu'on connaît très mal, et pour cause, une personne sur 50 000 en France, c'est peanuts. Lorsque le médecin m'a annoncé cette maladie, j'ai souri. Je souris pas parce que j'étais heureux d'être malade, non, j'ai souri parce que je savais enfin de quoi j'étais malade. Et c'est très 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 pénible de ne pas savoir pourquoi. Et pendant des années, mon médecin traitant, à chaque fois que je lui parlais, il me disait: Oh, mais t'es fatigué. Oh, mais t'es déprimé, et ci et ça. J'étais pas déprimé, j'étais malade. Votre médecin traitant, parfois, il va pas assez loin. Quel métier je faisais? Lorsque j'ai appris ma maladie, je travaillais en bureau d'études. Je faisais de la conception mécanique assistée par ordinateur. C'est ni plus ni moins dessiner des outils sur un ordinateur et après les plans vont en production pour fabriquer des outils. Lorsque on a appris ma maladie, il a fallu faire ce que nos gouvernements successifs ne savent pas faire. Regarder, faire une vision, prévoir l'avenir. Et là, on s'est rendu compte que prévoir l'avenir, ça veut dire changer complètement notre fusil d'épaule.
trouver un appartement qui soit adapté. Et trouver un appartement adapté, c'est plus simple de concevoir de A à Z. Prenez un appartement sur plan et le voir monter. Et encore là, faut pas dire comment ai-je eu accès à un appartement adapté. L'appartement, il ne m'avait pas été offert par Pierre-Paul Jacques. On ne l'a pas trouvé par le conseil général, ou etc. L'appartement, on l'a acheté, comme ça on fait ce qu'on veut dedans. Et pour l'acheter, heureusement qu'il y avait mes parents. Parce qu'on ne prête pas à une personne comme moi. Et non, je suis malade. Et l'appartement, on voulait un appartement adapté. Et surtout, que si demain je me retrouve tout seul, on puisse le vendre ou faire quoi que ce soit avec, mais surtout ne pas dépendre des uns ou des autres. On est seul, on reste seul, malheureusement. Comment ai-je ressenti la mise à l'écart de la vie professionnelle? Lorsque j'ai appris ma maladie, que j'étais sûr, j'ai été voir mon patron. Mon employeur, je m'entendais très bien avec lui. Je suis allé le voir, je lui ai dit voilà, j'ai telle maladie, l'évolution, on ne la connaît pas, mais on peut se dire déjà que j'aurai des problèmes de marge, je vais sûrement être plus fragile que d'autres, ok. Puis j'ai prévenu mes collègues. Et là, le problème, il est là. Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est de la peur? On ne saura jamais, je ne saurais pas poser la question, mais ils ont été un peu froids au départ. Ils m'ont mis un peu l'écart, sans le vouloir, peut-être, mais j'ai ressenti un petit froid. Et donc, est-ce que c'était moi aussi, hein? Peut-être que c'est moi qui ressentis ça parce que j'étais un petit peu atteint psychologiquement. Parce que c'est un coup de massue, même si vous le prenez plutôt bien, c'est un coup de massue. Et puis, avec le temps, vu que mon temps de travail était réduit, on m'a donné que les tâches subalternes. Ce que on pouvait être sûr qu'on pouvait se passer de moi. Et du jour au lendemain, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a complètement mis à l'écart du milieu professionnel. Les assurances sont les assurances et ils ont dit à mon patron, monsieur, là c'est plus possible, nous on ne veut plus assurer pour les trajets puisqu'il y a un risque. Ils se sont dit, il est fatigué, il sera mieux ailleurs. Bon, ok. Je suis resté chez moi, c'est un contre-coup. Depuis juillet 2015, on m'a dit, monsieur, hop, stop, fini pour vous. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai compris une chose. Je peux plus travailler, ok, mais je peux valoriser mon temps. Je me suis dit, il ne reste pas à rien faire. J'aide les gens, je leur explique l'handicap, mon handicap, ma vie, j'écris, je fais plein de choses. Et puis, des vidéos pour parler de l'handicap, pour parler de moi, parce que quand je parle de moi, je parle de vous. Vous pouvez vous reconnaître dans mon parcours de vie, donc c'est important. Et surtout, de vous dire une chose. Oui, vous avez un handicap, j'ai un handicap, une maladie, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Et vous, derrière votre écran, vous pouvez apporter une aide. Quelles sont les choses qui m'empêchent de vivre correctement? Alors, qu'est-ce qui m'empêche de vivre correctement? À part les cons qui se mettent sur les trottoirs, qui ne respectent pas les places handicapées, ce qu'on appelle les places PMR, personnes à mobilité réduite. Certains ont une intelligence réduite. Après, tous les aménagements qui n'ont pas été faits, c'est vrai qu'on vous a laissé des années et des années pour les faire, mais vous ne le faites pas. Les magasins qui entreposent leurs affaires où il ne faut pas, mais ça, je vous en ai déjà parlé. La bêtise humaine,
tous les gens qui me regardent comme si j'étais une bête de foire. Et puis, qu'est-ce qui peut m'embêter? Pas grand-chose. Après, je vis pleinement. Faut adapter. Vous partez pas en vous disant, je vais à tel endroit. Last minute, c'est fini pour vous. La dernière minute, c'est fini. Il faut tout prévoir. C'est comme quand vous avez un enfant en bas âge, il faut prévoir les couches, le lait, etc. Lorsque vous êtes à mobilité réduite ou handicapé ou quoi que ce soit, dès que vous avez un problème de santé, il faut prévoir les médicaments. Est-ce que j'en aurai assez? Est-ce que mon fauteuil va passer? Est-ce que si, est-ce que ça? Il faut tout prévoir. Après, la dernière question, c'est la même qu'on a posée à ma femme dernièrement. Pourquoi ne pas avoir eu d'enfant et est-ce que je le regrette? Pas avoir d'enfant, c'est un choix qui est assez difficile puisqu'il fallait se dire une chose simple. Est-ce que je prends le risque avec mon épouse? Est-ce que nous prenons le risque de faire un enfant porteur sain? Qu'est-ce que ça veut dire porteur sain? Ça veut dire est-ce qu'on va faire un enfant en sachant qu'on va lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête en lui disant si demain tu rencontres quelqu'un qui est porteur sain, tu as une probabilité sur 4 d'avoir un enfant comme ton papa, ça veut dire malade. Non, c'est pas un cadeau à faire un enfant de lui dire que toute sa vie repose sur un risque. Donc, voilà. Après, est-ce que je le regrette? Oui et non. Non, parce que faire un enfant malade, c'est niette, ou un enfant porteur sain, c'est niette. Si on peut stopper dans l'œuf le problème, on le fait. C'est ma façon de voir les choses. Vaut mieux trancher dans le vif, quitte à ce que ça choque. Et on s'en fout, c'est notre décision. Les autres, ils s'y plient ou ils ferment leur gueule, on s'en fout. Après, est-ce qu'on le regrette? Oui, nous regrettons parce qu'on aurait bien aimé avoir, moi j'aurais bien aimé de temps en temps voir un enfant, mais est-ce que j'en suis capable de l'élever correctement selon ma façon de voir? Ça veut dire m'en occuper pleinement. Ben non, je fatigue trop vite. Donc non. Est-ce que ma femme aurait pu s'en occuper avec moi? Elle travaille, elle rentre, il y a ci, il y a ça. On aurait été débordé, on n'aurait pas pu lui apporter l'amour. L'amour, on l'avait. Mais le temps, l'énergie, tout ça, on l'a pas. Donc le mieux, c'est aimer les enfants qui sont autour de nous et leur apporter notre aide. Et je pense qu'on ne fait pas trop mal. Allez, moi en attendant, je vous dis, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, et puis un petit commentaire si vous voulez. A bientôt pour une prochaine vidéo.